Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être venus pour cette avant-dernière conférence grand public que nous organisons à l'Université de Limoges. Je tenais d'abord à remercier la BFM de nous avoir ouvert les portes. Je remercie également Diane Dayan qui est derrière, qui s'est occupée de la mise en œuvre d'un bout à l'autre de cette conférence. Donc, je vais prendre quelques instants pour présenter notre conférencier de ce soir. Donc, il va nous présenter une conférence qui s'intitule New Space, les nanosatellites à la conquête de l'espace, donc par Cyril Ménudier, qui est professeur des universités depuis peu, et donc j'en profite pour le féliciter publiquement, qui est chercheur au sein de l'équipe Antenne et Signaux au laboratoire XLIM et à l'Université de Limoges. Donc, Cyril, tu es également coordinateur d'un laboratoire commun qui s'appelle Excellence, entre XLIM et Safran Data System. Et tu es en charge de t'occuper des questions qui concernent le développement de nouveaux concepts d'antennes actives pour l'observation de la Terre. Et c'est ce que tu vas nous présenter ce soir, j'imagine. C'est ça, merci. Et je te laisse la parole avec grand plaisir. Merci. Donc, bonjour à tous. Et je vais peut-être prendre le micro, ce sera plus simple. Merci à tous d'être venus. Donc, ce soir, je vais donc vous présenter un petit peu tout ce qui tourne autour des activités de satellites, parce qu'on en entend beaucoup parler quand même ces derniers temps. Vous avez dû entendre des noms comme SpaceX, vous avez dû entendre parler d'observation de la Terre, de satellites de télécommunications et de plein de choses. Et vous avez peut-être entendu parler d'un terme qui est apparu récemment, il y a à peu près 2-3 ans, qui s'appelle le New Space. Donc l'objectif ce soir, c'est qu'on essaye de discuter un petit peu de ce que c'est. On va essayer de le définir et surtout, on va essayer de voir un petit peu ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de radicalement nouveau? Est-ce que c'est un nouvel espace? Est-ce que c'est juste une façon de redéfinir un petit peu les cartes qui existent déjà? Et pour ça, en fait, je vais m'appuyer un peu sur un historique. Je vais vous présenter, on va dire, quelques grands instants de l'évolution des satellites. Et surtout, je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne un satellite, à quoi ça sert, et on va aussi essayer de discuter sur comment on fait pour envoyer un satellite dans l'espace. Donc ça, je pense que vous en avez tous une assez bonne idée, mais on va peut-être se poser aussi la question de qu'est-ce qui se cache un peu derrière cette façon de lancer les satellites. Et petit à petit, on va aller sur comment on va faire pour essayer de faire diminuer la taille des satellites, comment on peut essayer de miniaturiser tout ça, et surtout, quel intérêt ça peut avoir pour le futur, et qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquences. On peut parler des bonnes conséquences, d'autres peut-être qui sont un peu moins bonnes, et ça peut amener aussi un peu à réfléchir à la façon de définir ce New Space. Alors déjà, vous avez tous des petits cartons, donc vous vous êtes peut-être demandé ce que c'était. Donc le carton rouge, c'est pas forcément pour que je sorte de la salle, hein. Donc ça sera pour des réponses à un petit quiz. Donc j'ai mis quelques questions où on répondra par du vrai-faux. Donc je vous solliciterai un petit peu pour voir un peu votre ressenti sur ces questions. Et donc surtout derrière, on essaiera d'expliquer pourquoi on se pose ces questions-là. Et derrière, si vous avez des questions, si vous voulez m'interpeller, il ne faut pas hésiter à le faire au fur et à mesure de la présentation, parce que moi, je me permettrai aussi de vous interpeller, de vous poser des questions pour savoir si vous savez un petit peu ce qu'est telle ou telle technologie. Alors, ce New Space, en fait, déjà, est-ce qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme? Si vous pouvez juste lever la main s'il y en a qui ont déjà entendu ce terme pour que je me fasse une petite idée ou pas. Donc, a priori, le terme est récent. Donc, pour l'instant, il n'est pas encore ancré dans la culture. Donc, on peut se demander qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Parce que si vous regardez un peu certains journaux, certains articles de presse, souvent, c'est mis en avant et on se dit, voilà, ça, c'est le New Space. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, si on parle d'espace, en fait, on a forcément en tête quelques noms, des noms que vous avez peut-être déjà entendus, donc notamment quand on est en France ou en Europe, on va faire appel à des grands groupes dont vous avez tous forcément un peu entendu parler. Ariane Group, forcément par rapport à la construction de la fusée Ariane. D'autres groupes qui travaillent sur les propulseurs de la fusée Ariane, comme Safran, donc qui est à l'origine d'un moteur notamment. Et après, il y a des entreprises
Donc le groupe Airbus, le groupe Thales, qui eux vont travailler plus sur la construction des satellites en tant que tels. Et en Europe, aujourd'hui, ces 4 entreprises sont historiquement des entreprises de référence dans ce domaine-là. Donc elles ont toujours été là, qu'on parle de New Space ou qu'on parle d'espace, en général. Derrière ça, il ne faut pas oublier que ça, c'est des organismes qui sont privés avec éventuellement une participation de l'État, et on a des agences. Donc les agences, c'est elles qui sont définies dans chaque pays et qui sont là pour que normalement tout se passe bien. Donc en France, pour l'espace, on a le CNES, qui est le Centre national d'études spatiales, qui va travailler sur des développements, mais qui va aussi travailler sur la stratégie à développer, à la fois en France et en Europe, autour de l'espace. Comment utiliser l'espace, comment définir les bonnes missions, les bons usages. Une fois qu'on a dit ça, il y a l'échelon au-dessus du CNES. Donc le CNES, c'est France. Au-dessus, il y a l'Europe. Et l'Europe, vous avez une autre agence, c'est l'Agence spatiale européenne, qui, elle, va piloter et coordonner des projets à l'échelle de l'Europe. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de l'ESA, vous avez des contributeurs majeurs qui sont les agences spéciales de chaque pays qui font partie de l'Europe. Et notamment dans ces agences, il y en a 3 qui sont des poids lourds, dont 2 qui sont un petit peu plus en haut que les autres. C'est le CNES et l'équivalent du CNES en Allemagne, qui sont les contributeurs majeurs de l'ESA. Et en fait, aujourd'hui, ça fait que quand il y a des projets en Europe, au niveau de l'Agence spatiale européenne, il y a souvent forcément soit la France, soit l'Allemagne dedans, parce qu'en fait, c'est les plus gros, on va dire, pilotes de ces institutions-là. Et après, vous avez l'échelle au-dessus, alors contre laquelle l'Europe essaye de lutter, mais on va dire un petit peu plus difficilement, parce que ce n'est pas du tout les mêmes moyens, ce n'est pas les mêmes budgets. Donc forcément, celle-là, vous la connaissez, c'est la NASA. Donc c'est l'Agence spatiale américaine. Alors ça existait, on va dire, c'est ce qui définit le spatial depuis des dizaines d'années. Maintenant, quand on parle de New Space, en fait, il y a des nouveaux acteurs qui sont arrivés dans la boucle. Ça, c'est plus récent. Donc vous avez peut-être entendu parler de SpaceX, donc, dont le propriétaire est la personne qui a notamment fait la voiture Tesla, qui a plein de projets en tête et qui notamment veut envoyer des satellites un petit peu partout. Vous avez aussi Amazon. Amazon, c'est plus récent. Vous n'en avez peut-être pas forcément entendu parler, mais Amazon, aujourd'hui, cherche à faire à peu près la même chose que SpaceX. Donc en fait, ils veulent envoyer ce qu'on appelle des gigaconstellations. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est des essaims de satellites autour de la planète pour essayer de faire de la couverture au débit. Donc on va essayer de comprendre pourquoi ils veulent faire ça, parce qu'on a peut-être déjà des équivalents ou pas. Et en fait, ces nouveaux acteurs, avec un autre acteur qui s'appelle OneWeb, qui veut aussi faire des giga-constellations de satellites autour de la Terre, en fait, à eux 3, ils sont en train, depuis quelques années, d'agiter un peu la fourmilière et ils ont rebattu toutes les cartes de ce qui se passe dans l'industrie spatiale, à tel point qu'ils affolent un peu les compteurs, dans le sens où les grands groupes industriels, que ce soit européens ou au niveau mondial, se disent ok, on avait une position qui était assez pratique parce que certains avaient chacun leur spécialité, certains avaient une position un peu hégémonique dans certains secteurs, et depuis que 3 sont arrivés, en fait, ils sont en train de faire ce que je pourrais appeler une Xavier Niel. Alors je ne sais pas si vous savez qui c'est, Xavier Niel. C'est le patron de Free. Donc c'est la personne qui, il y a quelques années, a dit ok, vous avez le téléphone avec un abonnement, vous avez la télé avec un abonnement, vous avez Internet avec un abonnement. Vous avez 3 éléments séparés. Vous payez chaque abonnement séparément, ça vous coûte un certain prix. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il arrive sur le marché, il dit je vous regroupe les 3 offres, je mets tout ça avec une box, ce qu'on appelle aujourd'hui une box, et il casse les prix. Depuis qu'il a fait ça, il a changé complètement le comportement des acteurs historiques au niveau des opérateurs de télécom. Ils ont tous été obligés de s'aligner sur lui, parce que sinon ils coulaient. Alors la question qu'on peut se poser, c'est dans le spatial, comment on fait pour faire ça? Parce que dans les télécommunications, on sait qu'il y a quand même des sommes assez folles en jeu. Dans le spatial, les sommes, elles sont encore plus folles. Donc comment ils vont y arriver? On va essayer d'en discuter un peu. Et pour vous montrer à quel point c'est en train de bouger, en fait, aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, des start-up, donc des petites entreprises qui se montent dans le domaine du spatial, il y en a quasiment tous les jours. Là, je vous en ai juste placardé quelques-unes. Donc c'est quelques start-up qui sont regroupées sous une bannière qui s'appelle l'Alliance New Space. Mais en fait, c'est un petit échantillon de ce qu'il y a aujourd'hui en France.
Donc le secteur est complètement en train d'être dynamité depuis quelques années. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ce soir et à quelles questions on va essayer de répondre? C'est les questions que j'ai ici listées. Donc déjà, on va essayer de partir de choses assez simples pour qu'on se comprenne bien. C'est qu'est-ce que c'est un satellite, concrètement? À quoi ça sert? Parce on a quelques idées d'application en tête, mais je ne suis pas sûr que tout le monde sache tout ce que fait un satellite. Et après, on va commencer à se poser des questions un petit peu plus intéressantes. Combien il y en a? Combien il va y en avoir? Et aussi, comment on fait pour lancer un satellite? Parce que c'est bien beau d'avoir des satellites et des applications, mais il faut aussi les mettre en orbite. Donc on va essayer de regarder tout ça et on va regarder pourquoi le New Space dont je vous parle va essayer de redéfinir les cartes à ce niveau. Alors pourquoi? C'est essentiellement parce qu'on a des nouveaux acteurs très actifs, mais le fait qu'ils soient très actifs, ça peut amener à se poser quelques questions. C'est des choses dont on entend parler un petit peu dans la presse. On va essayer de donner quelques éléments de réponse, même si on ne pourra pas être catégorique. C'est est-ce qu'on peut arriver à une saturation de l'espace? Ça, c'est des questions qui commencent à émerger un petit peu partout. Et qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement comme innovation? Pourquoi on se pose cette question-là sur le New Space? Alors déjà, on peut commencer pour l'utilisation des satellites à discuter de choses assez simples. Donc là, je vais vous solliciter sur une question assez simple. Donc vous avez, je pense, tous une petite idée de ce qu'on peut faire avec un satellite. Moi, je vais vous poser une question. C'est, à votre avis, avec un satellite, est-ce qu'on peut regarder la télévision? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? À votre avis? Donc on va commencer avec des questions assez basiques et vous allez voir que petit à petit, on va complexifier tout ça. Donc globalement, vous êtes assez unanime pour dire que c'est vrai. Par contre, la question, c'est est-ce que vous vous êtes posé la question de comment il fait le satellite qui est là-haut? Parce qu'au sol, c'est assez simple. Donc la réponse est oui. Donc au sol, c'est assez simple. Vous avez tous vu, ou vous avez tous chez vous des paraboles si vous avez la réception par satellite. Donc cet objet-là, c'est une antenne qui va vous permettre de collecter l'énergie qui vient d'un satellite. Alors quand vous l'avez installé ou quand vous l'avez fait installer, vous avez dit moi je veux telle ou telle émission de télévision, et donc en fait l'installateur il a dit moi je vais vous orienter sur tel ou tel satellite. L'antenne elle est fixée, on n'a pas besoin de la bouger, et vous recevez la télévision. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? De l'autre côté, il y a quelque chose comme ça. En fait, là, c'est un exemple. Alors, j'ai pris un exemple d'un satellite américain qui vole depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Viasat 1. En fait, les espèces de gros disques marrons que vous voyez, c'est à peu près la même chose que ce que vous avez sur le toit de la maison, mais en plus grand. Par contre, regardez la taille. Là, en fait, c'est un satellite qui est en train d'être mesuré. Vous avez des gens à côté pour vous donner une petite idée de l'échelle. Ce truc-là, ça fait à peu près 6 à 7 tonnes. Exactement, celui-là, il fait 6,7 tonnes. Donc on est quand même sur un bel objet. Donc 6,7 tonnes, déjà on peut commencer à se poser la question, il faut l'envoyer dans l'espace, le mettre à une position particulière. Comment on a fait pour l'arracher à l'attraction de la Terre? Donc ça, on va essayer de regarder un petit peu plus en détail derrière. Mais pourquoi on fait ça? Tout simplement parce qu'avec un satellite, le satellite, vous pouvez le voir comme un œil. C'est un œil qui va observer la planète. Et pour la télévision, en fait, avec un seul satellite, comme celui que vous voyez ici, en fait, là, vous avez les États-Unis avec plein de petits ronds. Les ronds sont générés par les antennes que vous voyez sur ce satellite. C'est-à-dire qu'avec un satellite, vous couvrez tous les États-Unis avec un ensemble de bouquets de télévision. Ça veut dire que par rapport à une installation au sol, avec de la fibre optique, avec de la DSL, il n'y a pas besoin de passer avec des pelleteuses et de faire de l'installation. Surtout si vous avez, comme aux États-Unis, des grosses différences de densité urbaine, avec une côte et un ensemble à l'est qui est dense, une côte ouest bien occupée, mais au milieu, vous avez des zones beaucoup moins urbanisées, vous avez des montagnes. Comment on fait pour amener la télévision chez ces gens-là? Donc un satellite, il arrive à faire ça. Alors, juste pour faire une petite mise à prix, je n'ai pas de question spécifique vrai-faux, mais je vous propose de faire une petite mise à prix. À votre avis, combien ça vaut un jouet comme ça? Mettre en orbite un satellite comme celui-là, est-ce qu'il y en a qui auraient des ordres de grandeur de combien ça coûte? Est-ce qu'il y en a qui peuvent m'annoncer des prix? On fait une vente aux enchères. 80 millions, c'est plus. Alors 1 milliard, c'est quand même un peu trop.
500 millions, c'est pas loin de la vérité. En fait, suivant le type de satellite et sa taille, un lancement, vous allez être entre 400 et 600 millions d'euros. Alors, vu comme ça peut paraître démesuré. Après, il faut juste faire un tout petit exercice mental. Là, on est d'accord, il y a tous les États-Unis. Vous recevez la télé. Les gens qui vont recevoir la télé, on est d'accord, si vous avez des offres Internet avec des chaînes, certaines sont payantes. Donc vous payez des abonnements tous les mois. Donc l'opérateur, quand lui, il va lancer un satellite qui couvre tous les États-Unis, qui a potentiellement des dizaines de millions d'abonnés, il fait ce calcul-là. Maintenant, si je rajoute derrière que ce truc-là, là, une fois qu'il est lancé dans l'espace, il va y rester 15 à 20 ans. Ça veut dire que quand vous faites le calcul, abonnement de télévision, on va dire entre 10 et 20 euros par mois, voire peut-être plus, multiplié par beaucoup d'abonnés, en fait, pour un opérateur, cette somme, au bout de 4 à 5 ans, elle est amortie. Donc les 10 à 15 ans d'exploitation qui restent derrière, pour lui, c'est du bénéfice. Donc c'est des ordres de grandeur qui peuvent paraître fous, mais c'est à relativiser. Donc on est dans des échelles de prix qui sont énormes, mais toujours à relativiser. Alors ça reste quand même cher, et on va voir pourquoi le New Space, il essaye de casser les prix là-dessus. Moi j'avais maintenant une deuxième question. Bon, la télé c'était facile. Maintenant le téléphone. À votre avis, le téléphone par satellite, possible ou pas possible? Possible? Il y en a qui ont déjà essayé? Exactement. En fait, c'est un petit peu différent. Le téléphone par satellite, ça va être un usage très spécifique, parce qu'on est d'accord que ça va nécessiter une infrastructure un peu particulière. Alors c'est pas forcément comme dans les séries télé, hein. Dans les séries télé, souvent, ou dans les films, on voit des espèces de gros téléphones avec des grosses antennes. C'est pas tout à fait ça la réalité, c'est des téléphones qui ressemblent à peu près à ceux que vous avez, ils sont juste un petit peu plus gros, ils ont des batteries un petit peu plus performantes, essentiellement, ils fonctionnent sur d'autres bandes de fréquences, mais c'est faisable. Mais par contre, ça va avoir des coûts qui sont supérieurs, et donc c'est réservé à deux applications. Donc l'application militaire qui paraît assez intuitive, parce qu'on se dit, bon ok, on est en plein dans le désert, on veut établir une communication, il n'y a pas d'autre moyen, on peut passer par le satellite. Il y a une autre chose à laquelle on ne pense pas naturellement. On est d'accord que de ces dernières années, alors même si c'est historiquement depuis longtemps, on a pas mal de catastrophes naturelles dans le monde. Il y a des tsunamis, il y a des tempêtes, il y a des tremblements de terre. Souvent, une des premières choses qui lâchent, quand vous avez des tremblements de terre, des tsunamis, c'est l'infrastructure de télécommunication au sol. Donc ça veut dire que quand les secours arrivent sur place et qu'ils veulent organiser les secours, souvent ils vont utiliser des solutions de téléphonie par satellite pour pouvoir organiser les secours. Et donc dans ce cadre-là, vous avez aussi une utilité supplémentaire. Alors à quoi ça ressemble? En fait, c'est des satellites un petit peu géants. Donc typiquement, là vous avez une vue d'artiste d'un satellite avec des panneaux solaires sur le côté. Et là on retrouve encore ce fameux réflecteur, mais dans une échelle encore plus démesurée. Celui-là, il fait 18 mètres de taille. 18 mètres, et il est lancé comme le satellite de télévision qu'on a vu tout à l'heure, à une orbite qu'on appelle l'orbite géostationnaire. Ça, je vais y revenir tout à l'heure. Donc il est à 36 000 km, pour information. Ça fait loin. Mais derrière, le satellite, on peut se poser la question, parce qu'on a quand même 18 mètres de diamètre d'antenne, comment on a fait pour loger ça dans une fusée? Ils ont utilisé un truc tout bête. Et souvent, en fait, en science, on utilise aussi des choses qu'on utilise au quotidien. Quand il pleut, qu'est-ce que vous utilisez pour vous protéger de la pluie? Un parapluie. On reprend le principe du parapluie. Imaginez que vous avez ici un matériau qui soit l'équivalent de la toile de votre parapluie, sauf qu'il est métallique. C'est une spécificité. C'est un matériau un peu spécifique parce qu'il est à mémoire de forme, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le plier en boule, vous pouvez faire ce que vous voulez. Une fois qu'il est remis dans ses conditions d'utilisation normales, il reprendra toujours la forme pour laquelle il a été défini. Vous lui associez une sorte de structure, on voit des espèces de fils, c'est les baleines de votre parapluie concrètement. Et le gros intérêt, c'est qu'en fait, quand vous venez le mettre dans la fusée, donc vous avez un satellite qui fait presque 7 tonnes, là vous avez les gens à côté, vous avez le satellite, panneaux solaires repliés, c'est les panneaux solaires que vous voyez là. Et là, en fait, vous voyez votre parapluie replié. C'est la grande antenne que vous avez. Alors,
c'est un peu surdimensionné, on est d'accord, pour monsieur tout le monde. C'est pour ça que c'est pour faire des applications militaires et de l'organisation de secours. Ce qui est un problème qui va nous amener à nous interroger tout à l'heure. On est loin, 36 000 km. Ça veut dire qu'en fait, on va avoir ce qu'on appelle un effet duplex. Ça, je pense que vous savez tous ce que c'est. Vous avez tous vu des émissions, des reportages à la télévision, notamment aux informations. Le journaliste pose une question en plateau. Le temps que l'autre réponde, il y a un petit décalage. Ça met ou une seconde ou un petit peu plus le temps que le journaliste de l'autre côté entende. Et bien en fait, on a le même phénomène. En fait, vous téléphonez, mais le relais, c'est un satellite à 36 000 km. La vitesse, en fait, c'est un rapport entre la distance et le temps. Plus vous êtes loin, plus ça met de temps à se propager. Donc ça veut dire qu'ici, on n'a pas du tout le confort d'utilisation que ce que nous, on peut avoir avec nos téléphones quand on est avec nos utilisations où on passe par le réseau au sol. Mais néanmoins, ça va bien nous aider pour des applications d'urgence. Donc là, on est sur du gros satellite, on est très haut. Qu'est-ce que vous connaissez, vous, comme autres applications potentielles où on utiliserait des satellites? Parce que là, on a dit télé, c'était facile, le téléphone, pourquoi pas? Mais concrètement, les satellites, on s'en sert pour quoi? Alors, effectivement, pour faire de l'observation de l'espace. Donc ça, c'est une des grosses activités également donc dans le spatial, c'est d'essayer de mieux comprendre l'environnement qui nous entoure, mais pas uniquement l'environnement sur Terre, l'environnement au niveau de la composition des étoiles, des galaxies, du système solaire. Donc pour ça, il y a beaucoup de radiotélescopes qui sont utilisés, ou des télescopes qui sont embarqués sur des satellites. Donc les radiotélescopes, on en a sur Terre au sol, sauf qu'en fait, une des difficultés des radiotélescopes au sol, c'est de lutter contre la pollution atmosphérique, notamment la pollution lumineuse qu'on peut avoir. Et c'est aussi les gaz qui vont constituer l'atmosphère qu'il va falloir essayer de franchir lorsqu'on veut faire de l'observation. Donc si vous avez directement un satellite qui est déployé dans l'espace pour observer ce qui se regarde autour, c'est très bien. Récemment, vous avez peut-être entendu parler d'un télescope qui s'appelle James Webb, qui a été lancé donc, et qui a été mis en utilisation. En fait, pour information, c'est des missions scientifiques. C'est un satellite qui est excessivement cher, comme beaucoup de missions scientifiques, parce que c'est vraiment le nec plus ultra de ce qui peut se faire en termes de qualité, notamment au niveau de l'optique. C'est un télescope qui vaut plusieurs milliards. D'accord ? Mais l'utilité qu'il va y en avoir derrière en termes de richesse d'exploitation, toutes les données qui vont pouvoir être récupérées, elles vont servir pendant des dizaines d'années aux chercheurs et aux scientifiques à mieux comprendre l'espace qui nous entoure. Alors effectivement, c'est une bonne idée d'application. Est-ce que vous en connaissez d'autres? Alors, Internet. Alors Internet, je vais y venir après, parce qu'effectivement, c'est ça qui va faire le lien essentiellement avec le New Space. Parce que les acteurs du New Space, ils sont en train d'attaquer par là, les gros. Amazon, SpaceX, ils attaquent par là où il y a le plus de clients. Forcément, donc eux, ils visent Internet. Donc ça, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est effectivement une bonne piste. Est-ce qu'il y a d'autres choses? En fait, quelque chose, par exemple, que vous utilisez ou que vous voyez quasiment au quotidien. La météo. Historiquement, le satellite a longtemps été à l'origine des principales applications d'observation de la Terre dans lesquelles on trouve la météorologie. Et donc, en fait, lorsque vous observez donc, souvent le bulletin météo, en fait, vous allez pouvoir voir des animations satellites, comme celle, par exemple, là, qui défile à l'écran. Donc souvent, c'est un petit peu saccadé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'animation satellite, c'est jamais extrêmement fluide. Tout simplement parce que c'est juste un séquencement d'images pris par des satellites qui passent à des endroits stationnaires, mais ils passent à différents moments, et c'est jamais exactement en continu. Le rythme, il est entre 5 minutes et un quart d'heure, au-dessus d'un même point. Il y a certains sites. Si vous êtes curieux, vous allez sur ce site-là, qui s'appelle sat24.com. Vous pouvez observer à peu près les animations satellites de n'importe quel endroit en Europe. Et vous aurez quasiment, avec un décalage de quelques minutes, ce qui se passe sur le satellite. Alors, la question qu'on peut se poser, ok, pour la météo, très intéressant, on va pouvoir récupérer tout un tas d'informations qui vont permettre les prévisions météo, mais derrière, comment on fait ? D'où vient l'information? En fait, elle va venir de satellites qui sont dédiés. Alors, il y en a plein, j'aurais pu vous en présenter plein. Moi, j'ai décidé de faire un focus sur des satellites assez récents. C'est les satellites METOP,
qui sont des satellites européens et qui sont des technologies de pointe pour pouvoir faire de la météorologie, mais pas que ça. En fait, c'est des satellites d'observation de la Terre et ils vont vous permettre typiquement d'observer l'évolution des courants marins, les évolutions des vents, des températures et de tout ce qui va être lié au climat. Et en fait, il y en a plusieurs. Donc, c'est des satellites donc ceux-là, c'est des séries de satellites qui sont lancés depuis 2006 et c'est des séries en cours. Donc, il y en aura d'autres de lancés dans les prochaines années. Et typiquement, ces satellites, ils sont lancés d'un peu plus bas. Tout à l'heure, moi, je vous ai dit, les autres, c'était 36 000 km. Là, on est redescendu. On est à 830 km. On est beaucoup plus bas. Pour info, la Station spatiale internationale, elle est à peu près à 400 km au-dessus de nous. Donc, c'est un petit peu plus que la Station spatiale internationale. La raison, elle est assez simple. C'est d'un point de vue purement technologique. C'est des images pour la météorologie, pour le climat. On a besoin d'une bonne définition de l'image. Si vous êtes à 36 000 km, imaginez la capacité des appareils, l'équivalent de l'appareil photo qu'il faudrait pour avoir une bonne résolution au sol. On ne peut pas se permettre de lancer les satellites aussi loin parce qu'on ne sait pas concevoir les instruments de mesure qui nous apporteraient les bonnes précisions. Donc on va faire avec des orbites plus basses. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'orbite LEO. Donc c'est Low Earth Orbit, donc c'est l'orbite basse. Et elle a une particularité, c'est quand vous envoyez un satellite sur cette orbite, le satellite, il n'est pas statique. Il va tourner plus vite que la Terre. Ça pose un petit problème, ça veut dire que par rapport à mon application tout à l'heure où j'étais à 36 000 km, j'étais en orbite géostationnaire. Cette orbite, elle a quelque chose de petit peu magique, même si c'est purement de la physique, c'est qu'en fait, votre satellite, quand il était fait pour la télévision tout à l'heure, lui, il se déplaçait à la même vitesse que la Terre. C'est pour ça qu'en fait, quand vous avez pointé votre antenne sur le satellite, c'était fini, vous n'avez plus besoin d'y toucher. Le satellite tourne à la même vitesse que vous vous déplacez au niveau de la Terre. Là, ce n'est pas le cas. Parce qu'en fait, quand on envoie un satellite en orbite, c'est deux forces qui vont se contredire. En fait. On a une force centrifuge qui va avoir tendance à vouloir, si vous avez une forte accélération, à éjecter le satellite, l'amener très très loin. Donc c'est comme si vous êtes dans un virage un petit peu trop lancé avec la voiture, vous allez avoir tendance à vouloir sortir de la route. Donc ça, c'est la force centrifuge qui va vous y emmener. Et de l'autre côté, il y a la gravité. Donc vous avez la gravité de la Terre. Si vous êtes trop bas, la gravité elle a tendance à vouloir vous ramener au sol. Donc ce qui va se passer ici, c'est que le seul moyen de laisser le satellite en orbite, c'est qu'il faut le lancer suffisamment vite pour qu'il arrive à garder une accélération qui l'empêche de retomber. Mais par contre, la contrepartie, c'est que quand vous faites ça, votre satellite, on va le qualifier de satellite à défilement. Ça veut dire que plusieurs fois par jour, il va repasser au-dessus de vos têtes, mais il ne sera pas statique. Donc ça va nous amener un petit peu à réfléchir, parce que pour la météo, très bien, si on a quelques satellites comme ça, on va pouvoir faire des photos à un instant donné. Mais si c'est pour de l'Internet, on est coincé. Parce que vous, quand vous voulez télécharger quelque chose, vous ne voulez pas que le satellite passe, 5 minutes après, on arrête, on attend 20 minutes que le satellite repasse. Il faut trouver une autre solution. Donc on va en reparler tout à l'heure. Donc pour la météo, c'est un peu différent, mais comment ça fonctionne ? En fait, si vous regardez cette vidéo que je vais lancer, donc là, c'est 2 satellites de météo qui parcourent des orbites, qui sont ici. Donc lui, le satellite, il fait plein d'images. Derrière, qu'est-ce qu'il en fait ? Il va on appelle l'opération un téléversement, il va les téléverser au sol. Donc en fait, dès qu'il passe au-dessus de grandes antennes au sol, il va donner les informations qu'il a collectées. Et si vous remarquez, l'antenne au sol, elle tourne. Parce qu'en fait, le temps pendant lequel le satellite passe au-dessus de vous, il est tellement court que si l'antenne au sol elle est figée, on n'a pas le temps de récupérer toutes les données. Donc on est obligé de rendre l'antenne au sol pilotable, on est obligé de la rendre dynamique pour qu'elle arrive à avoir le satellite dans une fenêtre d'observation la plus longue possible. Donc ça veut dire que rien que pour ça, il vous faut quand même un petit peu de matériel et un peu d'infrastructure. Il vous faut ces grosses antennes qui vont collecter les données et les renvoyer vers les centres de traitement au sol. Et ces grosses antennes, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc ça peut ressembler à des choses que vous avez ici. Donc ça, c'est des antennes qui sont toujours des réflecteurs. Donc si vous regardez, alors celle-ci, c'est une antenne qui fait un peu plus de 6 mètres de diamètre. Et donc c'est des antennes qui sont pilotées sur tous les axes. Donc ça tourne en permanence, c'est capable d'observer tout ce qui se passe au-dessus.
Donc, une fois qu'on a fait ça, donc là, en fait, il y a plusieurs gammes, plusieurs tailles d'antennes, on arrive à récupérer les données qui viennent du satellite et derrière, on arrive à les envoyer vers les centres de traitement. On est d'accord que on est sur la météo, on ne se rend peut-être pas forcément compte de tout ce qu'il faut faire derrière. Là, c'est juste un petit peu une petite partie de l'architecture, et après, il y a tous les traitements qui seront faits avec. Mais il vous faut, à minima, ces constituants. Ça veut dire que ces infrastructures au sol, c'est aussi des choses qui impactent les coûts des lancements et des traitements dans les satellites. Donc ça fait aussi partie des choses que dans le New Space, les gens essayent de faire diminuer. On en parlera un petit peu tout à l'heure avec le cas de SpaceX. Autre exemple, alors on pouvait en sélectionner plein des exemples d'applications liées aux satellites. Moi, je voulais vous en montrer un parce que c'est celui que je considère quasiment le plus intéressant. C'est le programme Copernicus de l'ESA et qui est associé à une flotte de satellites qui sont les satellites Sentinelle. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais ces satellites sont utilisés depuis quelques années et ils sont d'un usage qui est extrêmement bénéfique. Et il y a une particularité, c'est que tout ce qui est récupéré par ces satellites, c'est des données qu'on va qualifier d'open source. C'est-à-dire que n'importe qui, qu'il soit particulier ou professionnel, a accès à l'ensemble des données qui sont véhiculées par ces satellites. Et ces satellites-là, ils sont utilisés pour faire une chose très particulière dont on n'a pas forcément parlé. Si je vous parle de réchauffement climatique, on est d'accord que ça va parler à tout le monde. Donc on est d'accord qu'on peut parler de fonte des glaces. Vous avez entendu parler forcément des incendies graves qu'il y a eu en Amazonie, en Australie ces dernières années. Vous avez entendu parler de montée du niveau des océans. Comment on va faire pour monitorer, comment on va faire pour relever toutes ces variations? En fait, c'est le rôle des satellites d'observation de la Terre. C'est plus d'un tiers des satellites qui sont autour de nous aujourd'hui auxquels on ne pense pas forcément. La météo, ça en fait partie, mais c'est un petit exemple d'activité. Et donc ces satellites, qui sont les satellites Sentinelle, parmi d'autres satellites, ils vont vous permettre de récupérer une multitude de données qui vont aider les scientifiques derrière à établir des corrélations avec des données qui sont récupérées au sol et essayer de prévoir tout ce qui peut se passer dans les années à venir. Donc sans le satellite, on ne pourrait pas avoir accès à toutes ces données. Et pour vous montrer à quel point c'est très intéressant, en fait, si vous allez sur ce site-là, alors c'est assez facile à retrouver si vous ne notez pas toute l'adresse, vous tapez Sentinelle et Vision tout attaché sur Google, ça va directement vous amener sur leur site et vous pouvez avoir accès en fait à différentes zones de la planète et à différents phénomènes climatiques. Typiquement ici, vous avez une évolution de feux en Amazonie et notamment le satellite a été utilisé pour voir comment évoluaient les feux en dynamique et aider les gens qui étaient au sol, notamment les pompiers, à voir par quel côté attaquer les feux. Même si on est d'accord que, vu l'ampleur du feu, c'était compliqué de faire des choses. Ici, vous avez un suivi de glaciers qui sont en train de se détacher. Tout ça, c'est le satellite qui va vous le dire. Autre exemple, plus classique que vous avez peut-être déjà vu, c'est l'observation d'un cyclone, d'une tempête. Autre cas, c'est dans des zones qui sont très difficiles d'accès. Ici, c'est un relevé pris quelques heures après un barrage qui a cédé en Afrique. Et donc en fait, ce qu'on voit, c'est quelques heures après, on voit directement les zones qui sont impactées ou pas par l'inondation, en comparant relativement les images entre elles, et on sait quelles sont les zones dans lesquelles il faut intervenir plus rapidement ou pas au sol. Donc le satellite, il va vous aider à faire ça. Et donc c'est des satellites plutôt de taille moyenne. On est sur des satellites qui vont faire quelques centaines de kilos jusqu'à quelques tonnes. On n'est pas sur du 6 à 7 tonnes comme on a vu tout à l'heure. Et on est sur des orbites plus basses. Autre exemple, mais je vais passer vite dessus, c'est vos téléphones avec le GPS ou la voiture avec le GPS. Quand on est perdu, on est bien content de faire appel au GPS. Alors, on appelle par abus de langage le GPS, mais on va dire un système de localisation par satellite. En Europe, il y en a un autre qui s'appelle Galileo. Mais en fait, le principe, c'est que vous avez des constellations de satellites. Donc, chaque point que vous avez ici, c'est des satellites qui gravitent autour de nous à peu près 20 000 km et qui vont vous permettre de vous localiser.
Donc en fait, on appelle ça une trilatération. Donc concrètement, vous avez 3 satellites en même temps qui vous regardent, qui vous permettent d'accrocher votre position. Et on utilise un 4e satellite pour une opération de synchronisation et du coup, on peut vous localiser. C'est ce que fait votre application Waze ou Google Maps quand vous êtes en voiture ou à pied. Alors elle triche un peu, parce qu'elle s'appuie aussi sur le réseau d'infrastructure sol. Typiquement, quand votre GPS vous dit il y a un ralentissement à tel ou tel endroit, ce n'est pas le satellite qui va vous dire qu'il y a un ralentissement à tel ou tel endroit, il va chercher l'information sur les stations de base des téléphones. Mais ils vont travailler ensemble. Alors, bon, on a vu un petit inventaire de ce qu'on pouvait faire avec le satellite. Alors, tout à l'heure, on a un petit peu la réponse à la question. Donc, moi, j'avais une dernière question. C'est avec un satellite, est-ce qu'on peut avoir accès à Internet ? Donc, on a déjà plus ou moins répondu tout à l'heure. Donc, la tendance, si je vérifie, naturellement, pour quasiment tout le monde, ça va être oui. Mais je dirais que c'est plus dur que les opérations qu'on a vues avant. C'est quasiment la chose la plus compliquée à mettre en place parce qu'on cherche à cibler énormément d'habitants au sol avec une solution satellitaire. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi c'est possible, mais que c'est compliqué. Et que c'est le New Space qui va permettre de rendre ça possible. Parce qu'il y en a qui ont essayé, il y a quelques années, ils ont tous fait faillite. Parce qu'en fait, ils sont partis sur une stratégie d'intégration ou de placement du satellite qui n'était pas la bonne. On va essayer d'expliquer pourquoi. Il y en a un qui perdure aujourd'hui, qui couvre les États-Unis. C'est un satellite qui s'appelle SES-17. Alors, aux États-Unis, mais moi je vous le montre, parce qu'en fait, il est conçu par Thales. C'est Thales, Alenia Space, notamment avec la partie française et la partie italienne qui l'ont conçu. Alors on est sur du gros satellite, c'est le même satellite que pour la télé au départ, c'est 6,4 tonnes, avec les panneaux solaires c'est 46 mètres d'envergure, donc là vous avez une photo du satellite et c'est plein d'antennes de tous les côtés. Mais ce truc-là, il vous permet d'avoir Internet sur tous les États-Unis. Alors on pourrait se dire, ok très bien, problème résolu, on a un satellite, on a Internet dans tous les États-Unis. On va se poser une petite question. Notre satellite, on a dit, il est très loin. C'est ce qu'on dit depuis le début. Ceux-là, les géostationnaires, ils sont éloignés. En fait, c'est par rapport aux orbites. Donc là, quand vous avez la Terre, moi je vous ai dit tout à l'heure, cette orbite qui est en vert, c'est l'orbite géostationnaire, 36 000 km, c'est un point d'équilibre. Si vous mettez le satellite plus loin, il va avoir tendance à s'échapper de l'attraction de la Terre. Si vous le mettez à ce point-là, il tourne à la même vitesse que la Terre. Et si vous le mettez plus bas, en fait, il tourne plus vite que la Terre. Donc vous êtes coincé, vous n'allez pas pouvoir le suivre avec votre antenne fixe comme la télé. Ce qui est dommage parce que si on voulait Internet facilement, on aimerait bien avoir un peu comme une parabole au sol, comme pour la télé, on l'installe et on a Internet, on ne se préoccupe pas de faire bouger l'antenne au sol. Ce qui, cela dit en passant, ne serait pas très pratique. Donc, il y a un petit souci. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, vitesse, c'est la distance par rapport au temps. Donc, plus on est loin, plus ça met de temps à se propager. Alors, pour une utilisation Internet classique, ce n'est pas très très grave. Alors je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais parmi les services qu'on peut utiliser sur Internet, il y a des services qui demandent beaucoup de réactivité. Donc notamment, il y a tout ce qui est lié aux jeux en ligne et tout ce qui est interaction avec des vidéos, etc. Ça nécessite ce qu'on appelle une latence. Donc la latence, en fait, c'est le temps que va mettre le signal à se propager. On veut que ça soit le plus petit possible. Problème, c'est que la latence, avec ces satellites géostationnaires, elle est de l'ordre de 500 à 600 millisecondes. Alors, on pourrait dire, ok, c'est rapide. 500 à 600 millisecondes, pour information, si vous avez la DSL ou la fibre optique, vous êtes à quelques millisecondes. Donc, ce n'est pas comparable. Donc, l'expérience d'utilisation, elle va vite être limitée. C'est pour ça que ces grosses constellations qu'on voit apparaître, elles vont essayer de proposer une solution et que notre satellite, notre gros satellite géostationnaire, il va être problématique parce que même s'il a plein d'abonnés en même temps, lui, il va être loin et ça va prendre du temps. Autre problème qui va se poser, on va le voir, notre satellite, on a dit, il faisait 5 à 6 tonnes, au moins. Donc il faut quand même une bonne fusée pour le lancer, il faut quelque chose d'assez costaud. Mais en fait,
jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait que cette solution. Et puis, il y a quelques années, il y a SpaceX qui est arrivé. Donc c'est Elon Musk qui s'est dit, bon, bah, ok, j'ai fait des voitures électriques, maintenant je vais essayer de faire des choses pour le spatial. Et en fait, il a proposé une constellation qui s'appelle Starlink. Starlink, c'est une méga constellation de satellites. C'est plein de petits satellites. Alors quand je dis petits, c'est qu'on vise des satellites qui vont faire 220 kg à peu près, rien à voir avec les 6 à 7 tonnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en fait, lui, il dit, moi, je ne vais pas les envoyer à 36 000 km, je ne vais pas faire un gros satellite, je vais en faire plein de petits et je vais les envoyer beaucoup plus bas. Alors, ok, ils vont tourner autour de la Terre, ils vont aller très vite, mais si j'en mets plein, je vais pouvoir me débrouiller pour que mon utilisateur au sol, bah, quand il y a un satellite qui passe et quand je le perds de vue, il y en a un autre qui va le remplacer. Alors, il en faut un paquet pour faire ça. Mais, en fait, quand il fait ça, outre le fait qu'il va rationaliser les coûts, et quand je vous dis il fait une Xavier Niel, ben c'est qu'en fait il est en train de casser le marché, parce qu'il va faire plein de petits satellites pas chers, et comme c'est plein de petits satellites pas chers, ben en fait il va pouvoir en mettre plein dans la même fusée, là où on pouvait en mettre qu'un seul, voire deux gros comme on avait avant. Donc rien que par là, il va casser les prix. Deuxième élément où il va casser les prix, c'est comme le satellite est plus bas, la latence dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben elle diminue. Et donc là, on revient à quelque chose qui se rapproche d'une expérience utilisateur qui est presque transparente par rapport à une comparaison ADSL ou fibre optique. Alors juste, même si c'est un peu flou, en fait, je vous ai mis une capture ici de tests de débit qu'on peut faire. Donc ça, oui, il y en a peut-être qui l'ont fait pour tester leur liaison chez eux. Il y a des sites comme celui-là, là, où en fait vous pouvez aller. Et en fait, il y a des gens qui ont comparé le débit et la latence du satellite SES, le gros satellite américain là, à 36 000 km, avec les satellites de SpaceX, et qui ont comparé ça à des lignes fixes. Bilan, bah, c'est qu'en termes de débit, SpaceX, c'est énorme. En fait, ça rivalise avec les solutions fibrées qu'on a au sol. Et en termes de temps, en termes de latence, bah, en fait, au lieu de 6 à 700 millisecondes avec un satellite géostationnaire, on est à quelques dizaines de millisecondes. On se rapproche de l'expérience utilisateur avec la fibre optique. Alors, pourquoi je vous parle de SpaceX? Parce qu'en fait, ok, il y a le côté, c'est un milliardaire qui veut lancer plein de satellites, et derrière, en fait, il y a un modèle économique. Mais ce qu'il est en train de faire, ça va avoir des répercussions sur tout ce qui va se passer dans le spatial pour la suite, parce que tout ce qu'il a mis en œuvre va pouvoir être réutilisé pour d'autres applications que je pourrais qualifier de plus nobles, enfin, en tout cas peut-être plus intéressantes que de faire juste du haut débit, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous avoir une connexion Internet. Moi, ce qui m'intéresserait plus, c'est d'avoir un monitoring un peu de ce qui se passe au niveau de l'observation de la Terre. Et donc, en fait, tout ce qui est utilisé ici, bah, ça va pouvoir bénéficier aux autres. Et donc, ça veut dire que toutes les petites startups que je vous ai montrées tout à l'heure, c'est pas forcément Internet qui les intéresse, parce qu'elles vont pas dire je vais jouer contre Starlink et contre SpaceX, hein, je vais pas jouer contre des trucs comme ça qui sont avec des milliards derrière. Et ils sont en train de dire nous on va faire de l'observation de la Terre et on va vous proposer des solutions qui vont permettre de faire un peu ce que font des satellites comme Sentinel, mais avec des coûts de développement qui sont plus bas et des durées de développement qui sont plus courtes. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que les satellites d'observation de la Terre, une des grosses difficultés, c'est les temps de développement. C'est des satellites très hautement spécifiques qui peuvent mettre 10 à 15 ans avant de voir le jour. Je ne parle pas de la durée de vie du satellite, hein. Je parle entre le moment où les gens ont l'idée et entre le moment où ils veulent le développer, c'est en moyenne 10 à 15 ans. Parce que c'est des satellites très techniques. Donc là, on est en train de bouleverser un petit peu la donne. Alors pourquoi on peut faire du haut débit avec ce truc-là, avec SpaceX ? Donc pour vous montrer en fait ce qu'il est en train de faire, donc ça c'est une vidéo que vous pouvez récupérer hein, sur Internet, hein, c'est juste une vidéo YouTube. Il est en train de faire ça, il est en train de faire un quadrillage de la Terre avec plein de petits satellites. Et c'est des satellites, vous avez vu, les points y défilent. Donc but du jeu, vous êtes à un endroit sur Terre, quand vous êtes à un point donné, l'objectif c'est que vous voyez tout le temps au moins un satellite. Alors on peut le voir comme ça, et on peut se dire, bon, bah, ouais, pourquoi pas. Mais après, on peut se poser une question. Mon satellite géostationnaire de tout à l'heure, imaginez, vous êtes chez vous, vous faites une recherche sur Google.
vous avez votre antenne qui pointe le satellite géostationnaire. Derrière, comment ça va se passer? Vous faites une requête au satellite, mais le satellite, lui, il n'a pas l'information. Donc qu'est-ce qu'il fait? Le satellite, il fait redescendre votre requête au sol, sur ce qu'on appelle des téléports, donc d'autres grosses antennes comme je vous ai montré. Il va faire ses recherches sur le réseau terrestre et il vous renvoie la réponse. C'est aussi pour ça que ça met du temps. Donc là, lui, il y a une innovation scientifique qui est très intéressante dans ce que fait SpaceX. C'est qu'en fait, si on transpose un peu le problème différemment, on va mettre sous un mode planisphère et on refait la même chose. On va regarder l'animation, en fait, des petits satellites qui sont en train de se déplacer. Et en fait, regardez ce qu'ils vont faire. Donc, vous voulez faire une communication d'un point A à un point B. Les satellites, on va les qualifier d'interopérables. En fait, vous ne passez plus par le réseau terrestre. L'information, elle est directement relayée par des nœuds entre les satellites. Vous ne redescendez pas au sol. Donc, vous éliminez les allers-retours qu'il y avait avec la solution précédente. Donc, vous êtes plus bas en orbite, on gagne du temps. Et vous n'allez pas interroger toutes les stations au sol, vous gagnez aussi du temps. C'est pour ça que cette solution, techniquement, elle est viable. Et c'est ce que les autres n'avaient pas réussi à inventer comme modèle avant, mais tout simplement parce qu'en fait, pour faire ça, il lui faut un certain nombre de satellites. Alors justement, la question suivante, ça c'est pour vous, c'est, moi j'ai une proposition à vous faire, c'est que les satellites autour de nous, il y en a entre 700 et 1000 aujourd'hui. Alors quand je parle de satellites, on est d'accord, c'est des satellites artificiels, tous en activité. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Entre 700 et 1000 satellites. Ah, c'est un petit peu plus partagé. On va dire qu'on est à peu près sur du 50-50. Alors, ceux qui pensent que c'est faux, est-ce que c'est plus ? À votre avis? A priori. Donc a priori, ça serait plus. Alors vous en voulez combien des satellites? 4000. 4000, je prends. Très bonne. Alors on va regarder un peu, c'est une bonne réponse. Même maintenant, on est arrivé un petit peu plus. C'est à relativiser. En fait, vous m'auriez dit ça à peu près il y a 3 ans, 2019, vous m'auriez dit 2000 satellites. Ok, très bien. Depuis qu'il y a ces nouveaux acteurs, là où on était à quelques dizaines de lancements par an, là on n'est plus du tout dans ces ordres de grandeur. En fait, 2020, on est passé donc, de 2000 à 2800, et entre le 31 décembre 2018 et là, les chiffres que j'ai pris, le 4900, là, il date du début avril, en fait, vous voyez qu'on a fait plus qu'une multiplication par 2. Alors, c'est qui le coupable? C'est pas qu'on a lancé plein de satellites différents, c'est que la méga constellation de Starlink que je vous ai montré, rien qu'à elle en a 2000. Donc ça veut dire que dans ce que vous voyez là sur la période 2019 aujourd'hui, 4900 satellites, dans les 2900 en plus, il y en a 2000, ils sont uniquement dédiés à la mission de Starlink. Donc ça veut dire qu'on a radicalement changé la façon de lancer les satellites depuis quelques années. Et donc, ça change complètement la donne. Et pour information, c'est pas fini. 2000, c'est aujourd'hui. Ce que veut SpaceX en opérationnel, c'est à 2025, c'est 12 000 sur sa constellation. Et en fait, il y a Amazon qui s'est dit, tiens, on va faire pareil. On va faire une constellation. Donc, ils ont eu des autorisations. Et eux veulent en lancer aussi. Donc, ils veulent en lancer, je crois que c'est à peu près 8000 dans les prochaines années. Alors d'ailleurs, la France est assez contente parce que notamment Ariane Group a récupéré un très très gros contrat là, il y a à peu près 2 semaines. Ils ont récupéré 12 lancements de 64 satellites pour les satellites d'Amazon. Alors, comme à la tête de ces 2 gros groupes qui font des communications, il ne faut pas oublier qu'on a 2 milliardaires. En fait, qu'est-ce qu'il s'est dit, Starlink? Il s'est dit, ok, moi je vise un optimum à 12 000 satellites. En fait, le mois dernier, il a fait une demande à la NASA. Il a fait une demande pour en lancer 30 000 de plus. 42 000, l'objectif. Alors, on peut se poser la question, parce que déjà, aujourd'hui, la solution Starlink à 2000 satellites, elle marche. Aujourd'hui, il y a des terminaux qui sont possibles d'acheter et vous allez pouvoir l'utiliser.
Donc pourquoi monter à 42 000 ? Il ne le dit pas, moi j'ai une petite idée derrière la tête. Les satellites qui sont utilisés par Starlink sont actuellement les plus bas. Si vous saturez l'espace de l'orbite basse, Amazon, qui eux a des autorisations pour les lancer plus haut, va avoir beaucoup plus de mal à lancer sa constellation. Donc une possible raison pour laquelle les 30 000 de plus ont été demandés, ça peut être purement une raison stratégie, marketing entre les deux groupes, entre Amazon versus SpaceX. Alors, maintenant qu'on a dit ça, en fait, on peut se poser une autre question. Si on regarde un petit peu la répartition et les évolutions, donc si on fait des projections sur le nombre de lancements de satellites dans les prochaines années, il y a des instituts qui annoncent à peu près 1500 à 1700 lancements par an de satellites. Avec là-dedans, alors heureusement pas que du satellite pour avoir de l'Internet, une répartition qui ressemblerait un petit peu à ça. Donc ça c'était la cartographie en 2019. On avait à peu près un gros tiers, un peu plus d'un tiers, comme je vous l'avais montré, qui dépendait donc, pour des missions d'observation de la Terre. À peu près un autre gros tiers pour la partie communication. Donc celle-là, communication, elle va prendre un peu le pas, mais eux, ils n'ont pas dit leur dernier mot, parce que comme je vous l'ai dit, l'idée d'avoir des petits satellites, ça intéresse énormément les gens du domaine scientifique. Mais en fait, il y a énormément de projets en cours pour développer ces petits satellites à des missions scientifiques et avoir des missions scientifiques qui soient beaucoup plus simples à mettre en œuvre dans les prochaines années. Mais la question qu'on peut se poser, c'est au bout d'un moment, est-ce qu'il y a encore de la place ? Donc là, ça commence à... Donc là, ce que vous voyez, alors c'est pas une vue d'artiste, hein, ça. En fait, j'ai mis un copyright de l'ESA. En fait, si vous allez sur le site de l'ESA, il y a une animation qui vous montre exactement en fait, la densité de satellites que vous avez autour de la Terre. Donc ici, c'est notre orbite géostationnaire. Là, on voit une zone un petit peu floue. En fait, c'est vos satellites de radionavigation, donc qui sont à peu près à 22 000 km. Et tout ce qu'il y a autour, là, c'est l'orbite basse. Donc là, il y a les satellites d'observation de la Terre, observation de l'espace en partie, tous les satellites de la météo et tous les futurs satellites Starlink et Amazon. Alors, bon, maintenant qu'on a dit ça, on peut se poser la question, très bien, mais comment on fait pour les lancer? Parce que ça fait beaucoup de monde. Est-ce qu'on en lance un à la fois? Est-ce qu'on en lance plein? Et qu'est-ce qu'il nous faut pour pouvoir lancer une fusée? Alors, pour ça, je pense que vous connaissez tous la fusée Ariane 5, fusée européenne. Moi, je vous propose une masse pour cette fusée. Une masse qu'on va mettre un peu à la louche. Moi, je vous dis qu'une fusée Ariane 5, satellite compris, elle pèse entre 300 et 500 tonnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Vrai ou faux? Vous êtes un peu plus hésitant. Il y a du vrai, il y a du faux. Ah, le faux a l'air d'être un petit peu plus élevé. Donc ceux qui pensent que c'est faux, vous pensez que j'ai surestimé ou sous-estimé? Sous-estimé? Surestimé? Ah, on n'est pas d'accord. Alors, en fait, j'ai sous-estimé. J'ai sous-estimé, c'est beaucoup plus lourd que ça. Alors, beaucoup, c'est relatif, mais en fait, il faut juste reposer un petit peu les choses. Une fusée Ariane 5, c'est ça. C'est un cylindre qui va faire à peu près 50 mètres de haut. Sur le côté, vous avez deux autres cylindres qu'on va appeler des boosters. C'est des réservoirs de carburant. Votre satellite, il occupe une toute petite partie, ici, dans ce qu'on appelle la coiffe. En fait, cette coiffe, elle fait à peu près 4,5 mètres de diamètre et il y a à peu près 12 à 17 mètres. Donc on peut aller loger jusqu'à 2 satellites de télécom un peu costauds. Donc en fait, si vous avez 2 satellites de 6 à 7 tonnes, c'est un des seuls lanceurs au monde qui va pouvoir vous les emmener en orbite géostationnaire. C'est ce qui fait la force d'Ariane aujourd'hui, combiné à un autre effet qui fait que c'est lancé depuis le site de Kourou. Et le site de Kourou, il a des propriétés très intéressantes d'un point de vue orbitographie. C'est que c'est un des sites de lancement qui demande le moins d'énergie pour mettre en place un satellite géostationnaire. C'est celui qui va demander la moins de consommation de carburant. C'est aussi pour ça que c'est un site stratégique pour la France et pour l'Europe. Alors, maintenant que je vous ai dit ça, c'est combien elle pèse. Donc si c'est plus, en fait, une fusée Ariane 5, c'est à peu près 750 tonnes.
750 tonnes, là-dedans, on va enlever donc à peu près 15 tonnes de charge utile, donc c'est vos satellites. On va enlever 30-40 tonnes au niveau des matériaux qui constituent la fusée. En fait, il va vous rester 700 tonnes, c'est du carburant. Alors pourquoi ? C'est très simple, hein, on est d'accord. Vous avez tous essayé de lancer une balle en l'air. Donc vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, une raquette de tennis, une batte de baseball avec une balle qui va avec. Vous pouvez mettre tous les efforts que vous voulez. On est d'accord qu'au bout de quelques secondes, la balle, elle retombe. C'est la gravité. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'arracher cette masse de quelques tonnes à la gravité terrestre. Donc pour ça, il faut fournir un effort qui est colossal parce qu'on veut sortir de l'atmosphère. Donc on veut aller au-delà de quelques centaines de kilomètres. Alors comment ça se passe ? Donc là, j'ai repris une infographie en fait, qui était parue dans le Figaro, mais qui vient à l'origine de chez Arianespace. Donc votre fusée, elle décolle. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au bout de 2 minutes, les boosters là qu'on avait sur les côtés, qui avaient du carburant, ils sont vides. Donc 2 minutes, plus de carburant dans les boosters. Alors le carburant, on est aussi d'accord, c'est pas le carburant de la station-service d'à côté, c'est pas du kérosène, c'est pas du carburant de Formule 1, tout ça, c'est pas assez énergétique. Il faut aller taper dans du carburant beaucoup plus énergétique. Donc aujourd'hui, ce qui est utilisé sur Ariane, les 2 boosters que vous voyez sur les côtés, chacun embarque 200 tonnes de poudre. On sait que la poudre à canon, c'est quelque chose de très énergétique pour projeter des masses qui sont lourdes. Donc on va utiliser ça. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 minutes, 400 tonnes de carburant en moins. Par contre, vous êtes à 70 km de haut. Ok, on est bien avancé. 1 minute de plus. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le cylindre au milieu, le haut, c'est le satellite, le bas, c'est le moteur. Entre les deux, c'est du carburant. C'est un carburant à base d'hydrogène et d'oxygène liquide, 300 tonnes. En fait, il est utilisé dans la phase ascensionnelle entre 70 km et un petit peu plus de 110 km. Donc pendant 1 minute, ou un peu plus d'1 minute, on vide tout le contenu qu'il y a ici, et on est arrivé à peu près à 110 km de hauteur, et on va larguer la coiffe, et on peut lancer le satellite. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? En fait, une fois que vous en êtes arrivé là, 110 km de hauteur, vous êtes dans les couches de l'atmosphère qui sont très peu denses. Si vous envoyez un avion là-haut, l'avion, il tombe. Il ne peut pas rester en vol, il n'y a plus assez d'air sous les ailes. Donc l'intérêt pour nous, c'est que si vous envoyez une fusée à cette hauteur, en fait, si elle a pris une certaine accélération, elle va continuer à accélérer, parce que ce qui vous fait ralentir, c'est les frottements dans l'air. On est d'accord, si vous êtes face au vent, vous êtes ralenti. Si vous êtes avec votre voiture sur la route et qu'il y a du vent de face, vous êtes ralenti. Donc l'avantage, c'est qu'à 110 km, en fait, on a quasiment du vide. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de vitesse ? Parce que ça, j'en ai pas parlé. À votre avis, ça va vite ? Une fusée ? Si on fait une petite course, là, vous me l'annoncez à quelle vitesse ? À votre avis ? Alors j'ai une proposition à 30 000 km à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez ? 40 000. 27 000 ? 210 km/h. Alors, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, parce qu'en fait, au bout de 2 minutes, le point de repère que vous pouvez garder en tête, qui est facile à retenir, c'est que 2 minutes, c'est 2 km par seconde de vitesse. Donc vous multipliez ça par 3600 secondes, ça vous fait une vitesse un petit peu supérieure à 7000 km/h. Vous êtes entre 7000 et 8000. 1 minute plus tard, quand vous êtes à peu près à 110 km, on est à peu près à 10 km par seconde, entre 8 et 10 km par seconde. Donc effectivement, quand vous annoncez 30 000 km/h, entre 30 et 40 000, on est dans le bon ordre de grandeur. En général, on est un peu plus près des 30 000, mais vous pouvez aller jusqu'à peu près 36 000 km/h lorsque vous êtes à 10 km par seconde. Donc l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez donné cette accélération à la fusée, vous êtes sûr
qu'elle ne va pas être attrapée par l'attraction terrestre, et donc vous allez pouvoir déposer votre satellite en orbite là où vous le voulez. Alors là, après, c'est un calcul, il ira là où ça a été calculé, soit orbite basse, soit orbite géostationnaire, etc. Alors à quoi ça ressemble un lancement de fusée Ariane? Je vous en ai mis un petit extrait ici. Donc ici, vous êtes quelques secondes avant le décollage sur le pas de tir. Et donc là, vous avez un désarrimage de la fusée. Et donc là, vous avez un allumage du moteur. Et donc, on est à 4 secondes avant le lancement. Là, on a un gros nuage. On peut se demander ce que c'est. Et là, vous avez la mise à feu. Et dès qu'il y a eu cette mise à feu, vous voyez qu'on est quand même sur un objet de 750 tonnes qui décolle quand même très vite. Donc on est quand même sur quelque chose qui est extrêmement efficace. Moi, j'ai une petite question toute bête. On a vu un gros nuage au début, sur la photo, au début de la vidéo. On a vu la partie avec le panache des flammes, mais un gros nuage. Alors souvent, on me dit c'est la pollution de la fusée. Je vous invite à regarder un tout petit détail sur la vidéo, si j'arrive à revenir en arrière. En fait, on est ici. On va se mettre là. Regardez ici. En fait, le nuage apparaît avant la mise à feu. Est-ce que quelqu'un sait ce qui s'est passé? Eh oui, parce qu'en fait, on est extrêmement énergétique. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a un pas de tir dessous. Si vous ne voulez pas transformer le pas de tir en un gigantesque cratère, ben, il va falloir faire quelque chose. Donc on va refroidir. Donc en fait, il y a des tonnes d'eau qui sont déversées sur le pas de tir pour pouvoir participer au refroidissement autour de la fusée. C'est indispensable. Et donc après, on a le vol qui est fait et vous allez pouvoir lancer votre satellite. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on a dit combien il y avait de satellites, on sait comment on le lance. On n'a pas parlé de prix. On n'a pas dit combien ça coûtait. Alors même si on a dit un petit peu combien ça coûtait sur le satellite. Pour vous donner des ordres de grandeur, une fusée, alors la fusée sans le satellite, hein, c'est à peu près, une fusée Ariane 5, c'est à peu près 100 millions d'euros pour faire un lancement d'un satellite. Alors, en orbite géostationnaire, là où SpaceX a encore fait des siennes, c'est qu'eux, ils ont un autre lanceur qui s'appelle Falcon 9. Ils ont dit non, nous on vous le fait moins cher. Alors c'est pas que c'est moins performant, ils annoncent à peu près 60 millions d'euros. Alors ça c'est les prix publics, hein. Je n'affiche que des prix publics. S'il y a des négociations derrière, je suis incapable de vous dire à combien ils négocient le truc, hein. Mais en fait ils annoncent moins cher. Mais pourquoi ils annoncent moins cher? Parce qu'en fait ils ont mis en place un truc qui, pour information, était dans les placards de toutes les agences dans le monde depuis plusieurs dizaines d'années, mais tout le monde disait oh, ça ne marchera jamais. En fait, ils ont mis en place le lanceur avec un étage réutilisable. Il y a une partie de la fusée qu'on peut réutiliser. Et donc, en fait, si on combine ça avec le fait qu'ils lancent les satellites plus bas, que les satellites sont plus petits et qu'on va pouvoir en lancer beaucoup plus en même temps, en fait, ils ont complètement changé l'industrie du spatial et ils ont complètement cassé les prix. Et ça veut dire que tous les autres, maintenant, sont obligés de suivre sur des technologies de ce type-là et de se mettre à niveau pour ne pas se faire prendre toutes les parts de marché par SpaceX, parce que SpaceX, ils vont faire du Starlink, mais ils ont les lanceurs. Hein. Qui c'est qui a envoyé Thomas Pesquet il y a quelques temps dans l'espace? C'est aussi SpaceX. Donc ils ont quasiment tous les éléments de la chaîne pour dominer l'industrie du spatial. Donc si les historiques dont je vous ai parlé tout à l'heure veulent encore exister, il faut qu'ils suivent le mouvement. Et le point positif, c'est que toute cette innovation technologique qui se met en œuvre parce qu'il y a quelqu'un qui a jeté un coup de pied dans la fourmilière, c'est qu'en fait, derrière, ça va donner des idées à plein de monde, et notamment toutes les petites startups qui sont en train de faire des satellites d'observation de la Terre et des satellites scientifiques. Juste pour vous montrer à quoi ressemble en fait, cette fusée réutilisable, donc ça vous l'avez peut-être vu, donc c'est un lanceur Falcon 9, donc ça ressemble à une fusée classique, donc vous décollez, vous allez déposer votre fusée en orbite, et la grosse différence, c'est qu'en fait, tout le bas de cette fusée, donc qui d'habitude est éliminé, en fait,
eux, ils récupèrent, ils font réatterrir. En termes d'économie de structure, c'est colossal. Scientifiquement, c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, ce qu'il ne dit pas, c'est que les données qu'il arrive à récupérer parce qu'il a réussi à faire revenir des objets sur Terre, ça lui donne une avance considérable technologiquement. En fait, c'est ce qu'il fait avec la Tesla. La Tesla, elle est blindée de capteurs. Les capteurs récupèrent des données en permanence. C'est ce qui fait que beaucoup de gens se disent que quand SpaceX va regarder l'intelligence artificielle, même Google a peur d'eux. Parce qu'en fait, ça fait déjà des années qu'ils collectent des informations grâce aux capteurs sur les voitures et ils sont déjà en train de fusionner toutes ces données. Donc aujourd'hui, ça fait que vous vous retrouvez avec un paysage où il y a énormément de lanceurs possibles dans les différents pays et vous allez vous retrouver avec des multitudes de possibilités. Donc pour aller vers la fin de cet exposé, on peut quand même se poser une question. Ça fait beaucoup de monde là-haut. Est-ce qu'il peut y avoir des débris? Et s'il y en a, combien il y en a? Donc moi, je vous propose une fourchette. Je vous dis qu'il y a plus de 300 000 débris en orbite autour de la Terre. Vrai ou faux? Ah, c'est partagé. Donc majoritairement, on a un petit peu plus de vrai, donc quand même les gens pensent qu'il y en a plus de 300 000. Ok. Alors j'ai bien fait de poser la question, c'est complètement faux. C'est beaucoup moins. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'on se dit, tout le monde en fait c'est un sujet d'actualité, hein, donc tout le monde se pose la question, en fait c'est beaucoup moins. Alors la question, le beaucoup moins, c'est qu'il faut aller chercher l'info là où il faut. En fait, il faut aller chercher l'info là où elle est fiable. Donc il y a un moyen très fiable de savoir ce qui se passe. Toujours pareil, c'est l'Agence spatiale européenne. Tous les ans, en fait, ils ont un bureau des débris spatiaux. En fait, ils ont un service qui ne travaille que sur le référencement des débris dans l'espace. Et chaque année, ils publient un rapport qui est consultable par tout le monde. Vous pouvez aller sur leur site, vous le téléchargez ici. Vous avez accès à tout le nombre d'objets de type débris qu'il y a autour de nous. Donc si on regarde, 2021, en fait, ce n'est pas 300 000, on est plutôt à peu près à 30 000. On est à peu près à 10 fois moins. Alors, quand je dis 30 000, c'est tout ce qui fait plus de 2 cm de diamètre. D'accord ? Il peut y avoir des micro-débris qui peuvent faire monter effectivement la fourchette. Problème, c'est que les micro-débris, on a beaucoup de mal à les détecter, c'est compliqué. Le seul avantage que ça a, c'est comme ils sont en orbite basse, c'est les premiers qui vont être éliminés. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on a des débris dans l'espace, en fait, on peut se poser la question il y a beaucoup de monde là-haut, mais comment on va faire pour les éliminer? Typiquement, je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, quand un satellite arrive en fin de vie, typiquement un satellite, alors les géostationnaires c'est 15-20 ans, les petits satellites en orbite basse c'est 5 à 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe après? On en fait quoi du satellite à votre avis? Parce que quand on a un objet qui est usagé au sol, une machine à laver ou quelque chose, vous l'emmenez à la déchetterie pour qu'il soit recyclé. Alors, on peut l'attaquer. Alors, effectivement, c'est une bonne suggestion. Alors, ça me fait une excellente transition. On peut l'attaquer. C'est ce qu'ont fait les Chinois en 2007. Très mauvaise idée. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, le prétexte, c'était d'éliminer un satellite. Ce qui s'est passé dans la réalité, les gens pensent plus que c'est une démonstration de force pour dire « Ok, on peut détruire un satellite si on en a envie ». Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Donc le satellite, lui, il avait arrêté de fonctionner, donc il fallait s'en débarrasser. C'était un satellite chinois, heureusement, donc ils ont lancé un missile dessus. Résultat des scores, un joli pic ici, et on a fait, donc là ce que vous voyez c'est le nombre de débris. Donc en fonction des dates, et là le jour où ils ont fait ça, on a fait plus 3500 débris d'un coup. Et ces débris, le problème, c'est qu'après ils sont catapultés partout, donc ils se retrouvent en orbite avec le reste. Si vous avez un satellite sur la trajectoire, si vous ne voulez pas détruire le satellite, vous êtes obligé de le désorbiter momentanément. Ça peut se faire. On sait aussi désorbiter la station spatiale internationale. Sauf que ça pose un problème, il faut l'anticiper. Et il faut un peu de carburant pour arriver à le faire, soit de la propulsion à base d'ergol, soit de la propulsion électrique. Alors,
Maintenant qu'on a dit ça, il y a eu d'autres cas, hein. Il y a 2 satellites qui se sont télescopés, un satellite Iridium et un satellite russe qui s'étaient télescopés en 2011. Ça a fait un peu plus de 600 débris. Donc c'est possible. Et en fait, comme on a dit que le nombre de débris augmentait, en fait, ce phénomène, il peut arriver de plus en plus dans les prochaines années. Donc c'est là qu'il y a une inquiétude par rapport à toutes ces constellations de satellites qui sont lancées. Et on peut avoir un phénomène qu'on appelle le syndrome de Kessler. Et en fait, le syndrome de Kessler, c'est une théorie qui fait un effet boule de neige, en fait. C'est une probabilité qui vous dit, s'il y a un impact à tel endroit sur l'orbite basse, en fonction de l'endroit où c'est, il y aura N tant de satellites télescopés entre eux. Et le résultat peut être catastrophique, parce que ça veut dire que si vous ne nettoyez pas tout ça, en fait, on ne peut plus rien lancer. C'est le gros danger qu'il y a avec les constellations qui sont en train de se lancer actuellement. Alors qu'est-ce qu'on fait pour ça ? En fait, notamment l'Agence spatiale européenne travaille beaucoup sur des solutions pour essayer de récupérer ces débris. Donc il y a notamment un projet qui s'appelle Clean Sky, qui a pour vocation d'essayer de récupérer ces débris. Mais encore, faut-il que tous les acteurs veuillent le faire. Parce qu'en fait, si vous regardez qui c'est qui a le plus de débris, là, c'est une petite infographie la volumétrique. En fait, on ne peut pas se tromper. Hein, les 3 plus gros à l'initiative des débris, c'est ceux qui lancent le plus. Donc c'est Russie, États-Unis, Chine. Là, on a mis la France parce qu'en fait, la France, c'est via le lanceur Ariane qui lance énormément de choses. Mais ça veut dire que, OK, si en France, en Europe, on prend une stratégie, faut que les autres pays, les autres continents, ils la prennent aussi. Donc aujourd'hui, l'ESA est pionnière là-dessus, et c'est un peu comme, là on est sur de la géopolitique, hein, quasiment. Il faut se mettre d'accord entre les États pour y arriver. Sachant que, pour vous rassurer quand même, hein, tous les débris qui font au moins la taille d'une pièce de 2 € sont tous référencés, cartographiés, on sait exactement où ils sont, et on sait exactement comment ils évoluent dans l'espace. C'est l'avantage de l'orbitographie, c'est qu'on sait exactement prédire une trajectoire d'un objet de ce type-là. Alors, on va essayer de finir sur une bonne note, donc on va dire qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours pour essayer de récupérer ces débris dans les prochaines années. Et on va juste essayer de parler un petit peu des petits satellites, donc de ces nanosatellites dont je vous parle tout à l'heure, pour vous donner des échelles de taille. En fait, il y a des tailles qui sont définies ici, qu'on appelle pico, nano, micro, mini satellites, qui vont s'échelonner de 1 kg à 500 kg. Celui qui va nous intéresser, les 2 qui nous intéressent beaucoup, c'est ceux-là. Parce qu'en fait, ceux-là, ils sont tout petits. Ça veut dire que leur coût de production est moindre. Ça veut dire que, notamment pour tous les scientifiques, ceux-là, ils sont extrêmement intéressants parce qu'au lieu de dire on va participer à une mission où on est quasiment sûr de ne pas pouvoir rentrer parce qu'on n'est pas assez gros, on n'a pas assez d'argent, parce qu'il faut des centaines de millions d'euros, en fait, aujourd'hui, il y a des universités, il y a beaucoup de start-up qui commencent à faire des développements là-dessus parce qu'à partir de quelques centaines de milliers d'euros, on peut concevoir des picosatellites et avec quelques millions d'euros, on peut faire des nanosatellites là où il en fallait plusieurs centaines de millions avant. Et ça change radicalement la donne. Juste pour vous montrer comment ça s'intègre, en fait ici, vous avez une fusée qui dans la coiffe en fait, intègre plein de satellites différents de petite taille, donc il y a du CubeSat, il y a du NanoSat, il y a du PicoSat, et en bas, les espèces de plaques, c'est des satellites Starlink. Parce qu'en fait, ils ont réfléchi à un truc, eux, ils se sont dit, il y a de la place dans la fusée, mais pas tant que ça, donc je vais en empiler le maximum. Donc plutôt que de faire des satellites qu'on a l'habitude de voir, ils ont fait des espèces de plaques volantes. Un satellite SpaceX, ça ressemble à ça, c'est une espèce de grande galette. Les trucs que vous voyez là en gris, c'est des réseaux d'antennes, c'est des antennes un peu particulières, et ils viennent empiler ça dans le lanceur, ils peuvent en empiler entre 50 et 60, et ça veut dire qu'à chaque lancement, en fait, ils vont en déployer 50 à 60. Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, comme ils ont réussi à faire diminuer les prix, ils arrivent à faire ça, ils arrivent à faire à peu près ils arrivent des fois à faire plusieurs lancements par mois. Donc, gros intérêt, c'est que si des scientifiques veulent développer des solutions pour des petites constellations, en fait, comme c'est des petits satellites, on peut les mélanger. Il n'y a rien qui vous oblige à lancer que des satellites SpaceX. On peut lancer plein de petits satellites scientifiques qui appartiennent à plein de gens différents. Et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire qu'on peut partager les coûts. Donc en fait, on est en train de redessiner la carte du satellite scientifique et on fait des satellites un peu format boîte à chaussures. En fait, on a donc ce qu'on appelle des CubeSats, c'est un petit bloc
qui fait à peu près 1 kg, 10 cm de côté, et vous allez pouvoir le multiplier à différents facteurs d'échelle et faire un peu ce que vous voulez. Et donc dans les prochaines années, en fait, vous avez pas mal de satellites scientifiques de ce type-là qui seront déployés. Et donc ça ouvre une multitude de possibilités. Donc à partir de quelque chose qui pouvait paraître très marketing et qui pouvait être juste un problème d'Internet où on se dit bon bah ça sert pas à grand chose, c'est jamais manichéen ces trucs-là, hein. C'est jamais ni tout blanc ni tout noir. En fait, il faut pouvoir distinguer qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et notamment sur toute la partie scientifique, les technologies qui sont mises en place dans ces systèmes qui servent peut-être qu'à de l'Internet, derrière elles vont pouvoir être réutilisées, démultipliées pour tout un tas d'applications dans les prochaines années, et c'est pour ça que les gens s'en servent énormément. Donc voilà ce que je voulais vous raconter pour vous donner un petit aperçu de ce qui se fait sur les satellites et les lancements. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelques éléments de réponse à certaines interrogations, et merci de m'avoir écouté. Merci Cyril, on a quelques minutes pour des questions. Vous devez bien avoir quelques idées comment on peut faire pour nettoyer l'espace. Il me semble qu'il y a une entreprise suisse qui a des solutions. Alors il y en a plein en fait des solutions. Alors dans les solutions qui sont envisagées, il y en a qui sont directement tirées un peu des problématiques que les gens ont avec les drones. Les gens se sont posé la question il y a quelque temps de comment on fait pour capturer un drone qu'on voudrait ne pas avoir au-dessus de nous. Donc il y a, parmi les solutions envisagées, il y a des solutions un peu comme des sortes de filets qui vont venir capturer le satellite. Alors ça peut être des filets ou alors des espèces de bras un peu tentaculaires. Donc le projet Clean Sky dont je parlais, en fait ça a été confié à une petite start-up, mais c'est une sorte de bras, des 4 bras un peu tentaculaires qui vont aller attraper le satellite. Alors ça peut paraître assez simple comme ça, mais par contre il ne faut pas oublier que ça se passe très vite. On est en train de dire qu'on fait ça mais à 8 km par seconde et qu'on fait ça avec un objet qui est peut-être en fin de vie, mais il y a peut-être encore des traces de carburant. Un des principaux problèmes que vous pouvez avoir sur des satellites qui sont en orbite quand ils sont en fin de vie, c'est que l'usure des matériaux fait que les quelques restes de carburant qui y a à l'intérieur font que le satellite explose. Si jamais au moment de la capture il y a explosion, comme vous êtes à 8 km par seconde, ça ne peut pas se faire n'importe comment. C'est pour ça que c'est très stratégique et très compliqué. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu de choses très généralisées, on va dire dans les 15 ou 20 dernières années. C'est un sujet assez nouveau parce qu'il faut quand même des technologies très pointues. Et avant, ce qui était couramment fait, c'était de faire ce qu'on appelait, alors c'est pas bien du tout, mais c'était de faire des orbites cimetières. C'est-à-dire qu'en fait, on venait décaler le satellite un petit peu au-dessus, un petit peu au-dessous. Et en fait, comme ça, il ne venait pas gêner. Chose beaucoup plus propre qu'on peut faire avec le nanosatellite, et c'est aussi pour ça que le nanosatellite, c'est quelque chose qui va se développer, c'est que c'est tout petit. Comment vous pouvez vous en débarrasser ? En fait, quand vous savez, quand vous voulez vous arrêter de faire fonctionner le satellite, en fait, ce que vous faites, c'est que vous gardez juste un peu de réserve de carburant, et comme ils sont en orbite basse, il y a très peu d'efforts à faire pour le relancer dans l'atmosphère. Et comme il va aller très vite, qu'il est à 8 km par seconde, vous rencontrez les couches de l'atmosphère, il y a du gaz. On sait très bien que vitesse plus échauffement, vitesse plus frottement lié au gaz, on va avoir un échauffement, donc le satellite va se consumer dans les hautes couches de l'atmosphère. C'est pour ça qu'on va réussir aussi à se débarrasser des petits satellites. Le problème là, de la récupération, c'est plus pour les gros satellites en fait. Vous n'avez pas mentionné l'intérêt militaire de l'observation de la Terre pour voir des objets qui font 10 cm pour savoir si c'est un Ukrainien ou un Russe qui soulage sa vessie. Alors c'est volontaire. C'est volontaire. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, si vous cherchez des noms de satellites militaires, il y en a un sur lequel il y a un peu de communication, c'est Syracuse. Il y a eu plusieurs générations, c'est du satellite de renseignement électromagnétique. Donc ça, on peut trouver quelques informations. Après, dites-vous que c'est du satellite militaire. Donc imaginez ce qu'on a vu en observation de la Terre tout à l'heure, quand on a vu les fleuves, les évolutions des courants météo, les GPS, Galiléo, etc. Imaginez tout ça en plus performant.
ça vous donne une petite idée de ce qu'est capable de faire le satellite militaire. Donc vous prenez tout ce qu'on sait faire actuellement de mieux, vous dites que c'est encore mieux, et en fait le satellite militaire vous le permettra. Tout simplement parce qu'en fait lui il a un levier supplémentaire, c'est que dans l'investissement qu'il y a derrière, on peut faire monter encore plus les budgets et on peut aller développer des technologies encore plus pointues. Mais je ne peux pas en dire beaucoup plus. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? D'abord, je vous remercie pour cette présentation très intéressante. J'ai plein de questions. D'abord, est-ce qu'il y a, je ne pense pas, mais juste pour savoir, est-ce qu'il y a comme un sort de consortium pour un peu organiser l'émission des satellites en espace, où n'importe quel pays peut envoyer n'importe quel nombre des satellites? Alors, c'est beaucoup plus compliqué que ce qui paraît. Parce qu'effectivement, on ne s'en rend peut-être pas forcément compte, mais l'espace, c'est encore plus réglementé que sur Terre. Donc, dès que vous voulez faire un lancement, il faut en premier lieu avoir l'autorisation de l'agence du pays. Donc, par exemple, en France, il faut avoir l'autorisation du CNES. Et derrière, il faut avoir l'autorisation, en fonction des orbites sur lesquelles vous allez lancer, de tous ceux qui exploitent des objets qui peuvent être à proximité. Alors quand c'est pour des objectifs, observation de la Terre, etc., ça ne pose pas de problème. Quand on est sur des missions de télécom ou des missions militaires, ça peut être un petit peu plus tendu. Donc là, c'est de la négociation qu'il peut y avoir entre pays, mais c'est extrêmement réglementé et on ne peut pas faire ce qu'on veut. Alors pendant longtemps, ça a été très institutionnel, donc en fait, ça se réglait très vite parce que c'était les pays qui disaient... comme il n'y avait pas beaucoup d'acteurs privés qui organisaient ça, et c'était très simple, depuis qu'il y a des acteurs privés comme SpaceX, Amazon, etc., et d'autres, toutes les petites startups, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. C'est pour ça qu'actuellement, ils sont en train d'essayer de définir des règles de commandement de l'espace, un peu comme on peut avoir au niveau du sol. Mais en gros, ça veut dire qu'il faut faire de la géopolitique à l'échelle mondiale. Donc, qui dit oui et qui dit non Et peut-être que ça sera une guerre, par exemple, pour empêcher un pays d'envoyer... Alors jusqu'ici, normalement, il y a une sorte de, entre guillemets, de pacte de non-agression. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, tous les pays se sont mis d'accord sur le fait qu'on doit respecter l'espace et l'utilisation qui est faite des satellites. Là où ça pose problème, c'est plus sur l'utilisation des satellites tactiques. C'est que quand vous avez un satellite à connotation militaire, où en fait, il y a des satellites qu'on a le droit de lancer, dont la mission n'est pas forcément complètement déclarée. Donc ça veut dire que c'est un satellite militaire. Hein. Mais en fait, il y a doute sur l'utilisation, et s'il y a des tensions entre des pays, en fait, voilà, on sait qu'au niveau du sol, on peut avoir des guerres. Ça veut dire qu'un jour, il pourrait y avoir une répercussion sur, moi je lance un missile sur un satellite, j'en détruis un, il pourrait y avoir un effet boule de neige, ça pourrait être considéré comme une déclaration de guerre. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué à gérer. Alors c'est un peu la NASA qui est à l'origine de ça, hein, parce qu'en 1998, c'est eux qui ont signé l'autorisation pour que des organismes privés puissent avoir accès à l'espace. D'accord, ok. Donc maintenant, il va falloir aussi qu'ils assument un petit peu, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup l'Europe qui propose des choses, mais il va falloir vraiment que ça soit fédéré au niveau mondial. Ok. Une autre petite question. Est-ce qu'on peut faire revenir un satellite sur la Terre pour le recycler Alors, non. En fait, quand il traverse l'atmosphère la première fois, il est protégé par la coiffe de la fusée. Donc une fois qu'il est dans l'espace, il ne va pas risquer grand-chose parce qu'en fait, il est juste prévu pour être soumis à des gradients de température, mais il est dans le vide. En fait, si jamais il devait retraverser l'atmosphère, il va être détruit dans la plupart des cas. Alors si c'est des petits satellites, c'est la méthode justement qu'on utilise pour éviter qu'ils viennent polluer l'espace. En fait, on vient les faire re-rentrer dans l'atmosphère pour les faire détruire dans les hautes couches de l'atmosphère. Là où c'est plus délicat, c'est sur les gros satellites géostationnaires. Aujourd'hui, ceux-là, on ne prend pas le risque de les faire re-rentrer parce que comme ils font 6 à 7 tonnes, ils ne seraient pas intégralement détruits. Et on ne sait pas aller actuellement les récupérer parce qu'ils sont extrêmement loin et l'effort énergétique pour aller les chercher et surtout les ramener, parce qu'aller les chercher, c'est un exercice d'orbitographie, donc on peut propulser quelque chose qui va aller à cette orbite-là et aller le chercher, mais faire le trajet dans l'autre sens, à 36 000 km, c'est quasiment impossible. Donc c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'il y a une tendance à faire des satellites plus petits
que des très gros satellites géostationnaires. Est-ce qu'il y a une autre question ? Merci pour cette présentation. Vous n'avez pas parlé d'Ariane 6 dans ce contexte New Space. Est-ce qu'ils n'arrivent pas un peu tard? Alors, on va dire non, parce que Amazon leur a signé un contrat il y a 2 semaines, donc très bien. Mais après, bon, c'est divulgué dans la presse. En fait, tout le monde sait qu'ils ont une très très forte pression, parce que c'est le lanceur européen. Et ils sont un petit peu en retard par rapport aux autres acteurs, notamment aux acteurs américains. Donc là, actuellement, Ariane subit d'énormes pressions parce que c'est la fusée qui peut faire exister l'Europe dans les prochaines années sur des missions avec énormément de petits satellites à lancer. Sur les activités historiques, gros satellites, ils auront toujours des marchés, mais il y en aura moins. Donc en fait, il ne faut pas qu'ils ratent ce palier. Donc normalement, bon, ils misent beaucoup sur cette fusée Ariane 6. Elle devrait voir le jour. Elle est un petit peu en retard, mais il faut espérer qu'ils arrivent, peut-être grâce à des programmes comme celui qu'ils viennent d'avoir avec Amazon, ils arrivent à décrocher d'autres marchés derrière. Il y a eu un effet Amazon colossal. Dans un autre contexte, j'ai discuté avec eux hier. Ça change tout pour eux. Ça redessine toutes leurs perspectives et ils sont assez optimistes. Mais il faut y arriver maintenant. Y a-t-il d'autres questions ? Il y a une start-up française qui a fabriqué le trailer quelque chose. C'est-à-dire c'est un conteneur dans lequel on met un certain nombre de satellites et qu'après on peut loger dans n'importe quelle fusée. Oui, alors effectivement, je vois le conteneur, mais je ne me rappelle pas du tout du nom de la start-up. Mais ça fait aussi partie des projets qui sont regardés. Alors le problème, c'est, en fait, j'ai un peu l'impression, moi, que c'est en train de faire un peu comme les drones il y a quelques années. C'est-à-dire que là, on a des multitudes de start-up, on a des multitudes de projets qui partent dans tous les sens. Ça va faire comme avec les drones. Il y a 8 à 10 ans, le secteur des drones, drones civils, drones professionnels, il y avait 4 à 5, entre 4 et 10 startups qui étaient créées par semaine en Europe. Aujourd'hui, sur ces startups qui ont été créées, il y en a plus de 80% qui n'existent plus, qui n'ont pas trouvé le bon marché, etc. Donc là, on est un peu dans cette phase transitoire où il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui sont testées. C'est quelque part le premier qui va réussir à faire un gros coup sur une mission ou sur une application qui va réussir à se faire identifier et qui va pouvoir exister. Après, les missions scientifiques, c'est un peu différent. Les missions scientifiques, elles existeront toujours et il y aura toujours plusieurs biais. Mais c'est sur le secteur des télécoms, c'est un mot exagéré, mais c'est la guerre, quoi, en gros. Ça va être dans les startups qui se créent, les entreprises qui se créent, il y en aura beaucoup moins dans 5 à 10 ans. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je remercie Cyril pour le temps qu'il vient de nous consacrer à cette très belle présentation. Merci. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie à nouveau la BFM et Diane, ici présente. Et je vous réinvite à la prochaine conférence qui aura lieu le jeudi 12 mai, même heure, même lieu. Et nous parlerons de sport et économie. Faites vos jeux. Voilà, donc avec grand plaisir, nous vous accueillerons d'ici un petit mois. Merci à tous.